termes de management, une Great Place to Work, quand on analyse les résultats des Great Place to Work et qu'on compare par rapport à ce qu'on voit dans les entreprises qui ne le sont pas, ça tient à différents facteurs. Premier facteur clé, une éthique forte. Éthique forte qui doit être construite sur une compréhension globale du collaborateur et pas une prise du collaborateur uniquement comme une force de travail. Le collaborateur, c'est un individu qui vient complet, intégral, individu et collaborateur. Et ça, c'est un élément essentiel. Deuxième élément essentiel, derrière cette première dimension, la dimension vitale du droit à l'erreur. Droit à l'erreur parce que c'est finalement celui-ci qui sous-tend la capacité d'autonomie, la capacité de responsabilisation et la capacité d'initiative. Et troisième priorité pour nous, de ce qu'on voit et qui est véritablement marqué, c'est l'importance évidemment de la culture managériale, mais d'une culture de management qui va être faite, articulée par un management de proximité. C'est-à-dire qu'on croit et on voit que les organisations qui font le pari d'un management de proximité sont celles qui ont les meilleurs résultats dans le modèle d'évaluation qui est construit par Great Place to Work. En termes d'impact, quel est l'impact aujourd'hui d'être Great Place to Work ou en tous les cas d'être dans une démarche d'amélioration continue? L'impact, il est évidemment dans la qualité du vécu des collaborateurs. Comment celui-ci se traduit? Il se traduit par une amélioration de l'efficacité opérationnelle et surtout une amélioration du collaboratif. C'est-à-dire que vous êtes dans une culture de confiance, beaucoup plus en capacité de collaborer. Premier point d'impact. Deuxième point d'impact, vis-à-vis des clients, externes ou internes de l'organisation, mais souvent externes. On voit très bien quand on fait des corrélations, quand on intervient dans des univers de retail, il y a des corrélations très fortes entre la qualité ressentie par les collaborateurs et la qualité ressentie par les clients. Et troisième élément, là, c'est uniquement pour les organisations qui sont labellisées Great Place to Work. Quand vous avez le label Great Place to Work, c'est vrai que ça vous aide beaucoup en termes d'attractivité et en termes de rétention de talent. Alors, l'innovation managériale n'a qu'une seule vocation, c'est de rechercher de l'impact. Donc, j'ai envie de dire que forcément, elles sont liées. Après, derrière l'innovation managériale, on pourrait avoir la perception que ça fonctionne toujours. Et je pense qu'il faut être hyper humble managérialement pour rentrer dans une démarche finalement d'amélioration continue, de test and learn, d'essais et d'erreurs, et se dire, voilà, il faut qu'on progresse. Premier point. Et deuxième point qui me paraît essentiel, l'innovation managériale pourrait laisser penser qu'il y a un modèle qui se dessine. Or, à titre très personnel et dans ce que je vois à travers Great Place to Work, j'ai envie de dire que finalement, il y a pas, le seul modèle, c'est aussi celui qui va prendre en compte la personne, l'équipe, l'environnement dans lequel elle évolue. Évidemment, l'innovation managériale, la première des facteurs, je dirais que c'est plutôt l'adaptabilité managériale et une forme d'interaction avec l'autre. Les jeunes générations ont des attentes qui sont finalement pas si différentes de générations plus âgées, plus seniors. L'attente de sens est évidemment une attente extrêmement importante. L'attente de work-life balance, d'équilibre des temps de vie est un élément essentiel. Et le troisième élément qui nous paraît évidemment hyper important, c'est une attente d'individualisation. Néanmoins, les jeunes sont plus exigeants, c'est-à-dire que les thèmes sont les mêmes, mais le niveau d'exigence et d'attente là-dessus exprimé par les populations les plus jeunes est plus fort. Comment y répondre? Tout le travail pour les entreprises, c'est en fait d'abord être dans un schéma d'écoute sincère des besoins et d'ouvrir la boîte de Pandore. Écoutez les collaborateurs, les collaboratrices
qu'ils aient 50 ans, qu'ils en aient 25, écoutez-les sincèrement pour essayer de comprendre leurs attentes, pour s'y adapter, progresser, tester avec eux et collaborer ensemble de manière plus bénéfique. Alors ça, c'est un nouvel outil qu'on est en train de lancer. L'ambition pour nous est d'aider les organisations à mesurer si les collaborateurs perçoivent l'engagement de RSE de leur organisation comme étant sincère ou pas. Là, l'objectif, il est assez simple. L'objectif est d'essayer de cerner si les collaborateurs finalement sont convaincus par la démarche RSE de l'organisation. Le modèle opératoire est assez simple. On va interroger les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs de l'organisation, sur 60 questions qui vont aider finalement à comprendre leur niveau de connaissance, leur niveau d'adhésion à la démarche RSE de l'organisation, et puis aussi les priorités qui sont définies. Eux ont leurs propres priorités, l'entreprise a ses priorités. Là aussi, notre enjeu est de favoriser l'échange entre les deux pour l'alignement. Moi, ce que j'aime dans le Next Gen Summer Camp, c'est la proximité et l'échange, et l'absence totale de bullshit. L'échange qui permet et qui facilite finalement la naissance d'un savoir collectif, en confrontant des points de vue qui ne sont pas forcément identiques, mais qui nous permettent à tous et à toutes de progresser, et donc d'avancer. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la dimension très humble derrière, cette démarche de petits pas, d'essayer de progresser, de ne pas prétendre avoir une solution miracle, parce qu'elle n'existe pas malheureusement. Si elle existait, ça se saurait, mais d'avancer petit à petit.